Et c'est un fruit que vous avez sans doute déjà consommé, sans le savoir, la tomate d'industrie, présente dans les sauces tomates et autres ketchup vendus dans la grande distribution, sur des pizzas, dans les pâtes. Une tomate d'industrie, symbole d'une incroyable spéculation économique et dont la production a de multiples dérives. Mafia, travail des enfants, traçabilité douteuse, composition des sauces. C'est ce que vous révélez dans votre livre, Jean-Baptiste Mallet, L'Empire de l'or rouge, publié aux éditions Fayard. Merci à vous d'être avec nous. Alors d'abord, Jean-Baptiste Mallet, comment la tomate est-elle devenue ce produit d'industrie? Vous parlez même dans votre livre d'une civilisation de la tomate. Oui, c'est assez curieux. Personne n'en mangeait au 19e siècle de cette tomate d'industrie. Et aujourd'hui, toute l'humanité en mange en moyenne 5 kilos par être humain chaque année. Ce sont les Italiens, la diaspora italienne, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui a diffusé sur toute la planète cette conserve. Mais c'est également la Heinz Company, dans ses ateliers de Pittsburgh, qui a révolutionné le capitalisme industriel avec ses productions de boîtes et de ketchup. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Quelles sont les caractéristiques de cette tomate d'industrie? Alors la tomate d'industrie, le paradoxe c'est que tout le monde en mange mais personne n'en a jamais vu. C'est une tomate qui est récoltée en plein champ, l'été. Ça se passe pas dans des serres, ça se passe vraiment dans des champs, sur des surfaces immenses. Et cette tomate est destinée à finir transformée en usine, soit en gros barils de concentré de tomate, c'est des gros barils de 230 kg, soit en petites boîtes. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est qu'elle a la peau très dure pour résister notamment au transport en camion. Et puis, il y a très peu d'eau à l'intérieur. Elle contient beaucoup de chair, si bien que lorsqu'on en croque, on ne reconnaît pas vraiment la tomate qu'on a l'habitude de croiser dans nos assiettes. Alors, comment la tomate est-elle devenue cette marchandise universelle? Est-ce que c'est l'uniformisation des pratiques alimentaires, le succès aussi de l'American Way of Life, avec notamment le ketchup? Raconter la saga de la tomate d'industrie, c'est un peu raconter le capitalisme à travers un cas d'école, une marchandise qui devient comme ça universelle. Bien évidemment, sa diffusion, notamment pour le ketchup, s'est fait à grand renfort de marketing, mais c'est aussi une histoire technologique et sociale. On a de grandes batailles entre les travailleurs et les entrepreneurs dans cette histoire. Je pense par exemple en Californie, où il y a eu des luttes très dures entre les cueilleurs qui ont abouti à la mécanisation totale des cultures, et puis des enjeux, toute une géopolitique. Je raconte dans mon livre par exemple que Henry Kissinger lui-même est allé implanter Heinz en Chine maoïste. C'est une histoire protéiforme. Elle est tout autant économique que sociale, que technologique ou politique. Et aujourd'hui, elle est le symbole aussi de cette mondialisation. Vous dites même que c'est un acteur, la tomate d'industrie, de cette mondialisation. Oui, parce qu'à travers elle, on peut raconter beaucoup de choses. Moi, je me suis rendu donc jusqu'en Chine, en Californie, au Ghana, en Italie, en Espagne, au Canada. J'ai essayé de suivre cette tomate un peu partout. Et en fait, en la suivant notamment de Chine jusqu'en Afrique, on s'aperçoit qu'elle peut nous raconter énormément de choses de la géopolitique contemporaine. Et justement, par rapport à ce qu'elle peut nous raconter, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette tomate d'industrie, elle est principalement produite en Chine aujourd'hui. Oui, il m'a fallu 2 ans pour raconter cette histoire et comprendre que si la Chine est devenue l'un des premiers producteurs au monde à l'aube des années 2000, c'est parce que les industriels italiens, et plus précisément les conserveries napolitaines, sont allés nouer un pacte avec l'armée chinoise qui contrôle le territoire du Xinjiang. C'est un territoire à l'extrême ouest de la Chine. Industriels italiens et chinois ont noué un pacte afin de produire à très bas coût du concentré de tomates qui ensuite, et c'est encore le cas, est acheminé jusque dans les ports de Naples et Salerne où il est réétiqueté, habillé d'une belle étiquette italienne, alors qu'en réalité, ces produits contiennent du concentré chinois. Mais c'est le cas aujourd'hui de grandes multinationales, Heinz, Unilever, Nestlé et tant d'autres, utilisent aujourd'hui du concentré chinois pour leurs produits. Et lorsqu'on achète aujourd'hui une bouteille de ketchup dans un supermarché, le consommateur généralement ne sait pas d'où viennent ces tomates et peut-être ont-elles été ramassées par des enfants en Chine ou des prisonniers. Justement, c'est ce que vous dénoncez, ça fait partie des dérives justement de ce marché de la tomate industrielle, le travail des enfants en Chine et aussi des prisonniers, ceux qui sont dans ce qu'on appelle les goulags chinois. Alors, il n'y a pas de parti pris dans mon livre, mais c'est vrai que je raconte la mondialisation, je raconte le capitalisme et donc bien évidemment cette réalité terrible, ces enfants qui travaillent dans des champs au fin fond de la Chine. Souvent, ce ne sont pas des enfants Han, ce sont des enfants qui viennent d'autres régions, du Sichuan, ou alors ce sont des Ouïghours.
Et puis en Afrique, la situation est terrible parce que ce concentré chinois arrive, concurrence durement les producteurs de tomates africains qui, eux, ne peuvent plus écouler leur production. Certains migrent, et j'ai retrouvé des migrants dans le sud de l'Italie qui, après avoir récolté de la tomate en Afrique, désormais la ramassent, encadrée par la mafia, dans des conditions d'esclavage absolument édifiantes. Justement, on va parler de l'Afrique, puisque les Chinois ils tiennent 90% du marché justement de la tomate d'industrie, avec, dites-vous, l'écoulement de produits frelatés. Avec des additifs. Oui, l'Afrique de l'Ouest est devenue territoire chinois pour ce qui est du concentré. Alors jadis, c'était les industriels italiens qui ont ouvert ces marchés et qui les tenaient d'une main de fer. Les Italiens sont allés en Chine pour récupérer de la pâte, mais au bout de quelques années, les Chinois se sont dit, mais en fait, nous pouvons nous aussi aller directement attaquer ces marchés. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour rentrer dans cette compétition avec les Italiens, les conserveries chinoises à Tianjin ont commencé à intégrer des additifs non déclarés sur les étiquettes, à frauder, en mettant du dextrose, de la fibre de soja, de l'amidon et parfois du colorant rouge lorsque la pâte est périmée, ce qui a permis aux Chinois d'être plus compétitifs. Et aujourd'hui, ils ont pris le marché en Afrique de l'Ouest. Ça fait l'objet d'une corruption absolument délirante. Et oui, parce qu'il n'y a aucun organisme de contrôle, justement, dans certains pays. Au Nigeria, il y a eu quelques embryons de discussions, mais en tout cas, moi j'étais récemment au Ghana, c'est encore le cas aujourd'hui. Les Chinois vendent massivement des produits frelatés. C'est pas une ou deux conserveries. Moi, je me suis fait passer pour un industriel français auprès des Chinois en négociant une importation de petites boîtes. Les 15 plus grandes conserveries chinoises se livrent à ces fraudes. Cette domination chinoise en Afrique, est-ce qu'elle a été rendue possible également à cause de la fermeture des usines africaines, justement, qui sont intervenues depuis le début des années 80 à cause des plans d'ajustement structurel du FMI qui demandaient aux États moins de subventions publiques et plus de libre-échange? Est-ce que pour vous, c'est une des raisons pour lesquelles les Chinois ont réussi à pénétrer le marché africain? Oui, très clairement, que ce soit pour les mafias italiennes, la criminalité organisée, ou pour ces pratiques chinoises, le libre-échange est une aubaine. Donc on a, je cite, il y a un chapitre de mon livre qui est consacré au cas du Sénégal, qui a longtemps été autosuffisant en concentré de tomates, qui produisait ces tomates, les transformait, les Sénégalais mangeaient de la tomate sénégalaise. On ouvre les frontières, on abat les barrières douanières, il n'y a plus de politique protectionniste et donc bien évidemment ce concentré chinois arrive, est vendu à très bas coût, les contrôles sanitaires sont mauvais, voire inexistants, et donc, in fine, les usines ferment et deviennent, comme au Ghana, des montagnes de rouille. C'est une véritable tragédie, puisqu'après, ces migrants partent et sont exploités en Italie. On va revenir sur le cas européen, où normalement, les organismes de contrôle et de traçabilité sont plus performants, et où normalement, le consommateur devrait savoir ce qu'il mange. Vous, ce qui vous a fait commencer cette enquête, ce sont, je crois, des containers en France, vous avez aperçu dans une usine du Vaucluse en 2011, usine qui s'appelait le Cabanon, ces bidons chinois de concentré de tomates. Oui, l'armée chinoise venait de racheter le Cabanon, le fleuron français de la tomate d'industrie. Ils m'ont refusé la visite de l'atelier, mais j'ai vu derrière les clôtures des grands barils bleus énigmatiques. Et ça m'a donné envie de consacrer 2 ans et demi de ma vie pour raconter cette histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Cabanon, justement ? Eh bien, l'usine était fragilisée par une compétition internationale. C'était une usine de transformation de tomates avec des tomates 100% provençales. Voilà, une coopérative de producteurs qui acheminait des tomates provençales au Cabanon, où elles étaient transformées pour produire du ketchup, du coulis provençal. Les Chinois ont racheté en 2004, et à partir de cette période, ils ont démantelé l'usine de première transformation, c'est-à-dire les machines en fait pour transformer les tomates en coulis. Et à partir de ce moment-là, ils ont fait venir en France des barils de concentré, ce qui leur a permis de vendre notamment aux géants de la grande distribution comme Carrefour ou d'autres, des marques distributeurs sauce tomate provençale qui n'avaient de provençal que le nom et qui en réalité contenaient du concentré chinois. Comment expliquer aujourd'hui qu'en France, en Italie, on puisse vendre en fait des produits avec une majorité de tomates industrielles qui vient de Chine sous couvert de production italienne ou française? C'est politique et idéologique et il ne faut pas avoir peur des mots. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans une démocratie alimentaire.
dans l'agro-industrie, c'est le despotisme qui règne. Lorsque vous rentrez dans un supermarché, vous n'avez pas accès à l'information. Récemment, le gouvernement a lancé en France les États généraux de l'alimentation. Il faudrait que les citoyens obtiennent plus de traçabilité, plus de transparence et un durcissement des normes d'étiquetage. Ça ne coûterait pas un centime aux contribuables, mais en achetant un ketchup, on devrait savoir d'où viennent les tomates, et ce qui permettrait d'ailleurs de restaurer une compétition saine entre les Espagnols, les Grecs, les Portugais, les Italiens qui travaillent correctement, ou les Provençaux, ou en Aquitaine. Il y a beaucoup de gens en Europe qui font de la bonne tomate d'industrie, mais ils sont concurrencés par la Camorra ou l'armée chinoise. Il faut bien évidemment restaurer le cadre d'une compétition juste, et donc pour ce faire, il faut plus d'étiquetage, plus d'informations et un durcissement des normes, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'y oppose aujourd'hui? Est-ce qu'à Bruxelles, notamment, il y a des lobbies qui œuvrent dans ce sens? L'idéologie néolibérale, puisque quand vous faites venir du concentré de tomates à bas coût, eh bien, vous avez des entreprises qui sont compétitives. Les entreprises napolitaines aujourd'hui qui font venir du concentré chinois à très bas coût, qui le retravaillent et qui vendent, font des marges absolument considérables. Donc si nous restons sur l'idéologie de la compétitivité, eh bien, nous ne voyons pas tout ce qu'il y a à côté et nous fragilisons des filières qui sont efficientes. Donc je pense qu'il faut sortir de l'idéologie et regarder un peu de manière empirique le monde tel qu'il est pour essayer de sauver nos belles productions. Est-ce qu'il faut une mobilisation citoyenne, peut-être pas par rapport aux États, mais peut-être par rapport aux grandes multinationales qui utilisent ce concentré de tomates chinois? Je crois qu'il faut choisir le modèle économique et le monde dans lequel on vit. Effectivement, je crois que tous les citoyens aujourd'hui ont envie de savoir ce qu'ils mangent. Et si pour ce faire, il faut engager un bras de fer avec quelques multinationales, alors eh bien engageons-le. Vous pensez que c'est la solution? Je crois que c'est la solution. Moi, j'ai fait ce livre pour que les gens puissent comprendre le capitalisme contemporain. Et tout simplement, il n'y a pas de parti pris. Je n'appelle pas à des boycotts ou je ne dénonce rien. Je raconte le monde tel qu'il est. Je pense qu'en mettant la connaissance et l'information de qualité au centre, eh bien, comme ça, on peut restaurer le cadre d'une démocratie saine. Merci Jean-Baptiste Mallet. Je rappelle que votre livre « L'Empire de l'or rouge » est publié aux éditions Fayard. Merci.